Ou nettoie la maison ou dégage d'ici. Les mots d'Antoine ont résonné dans le salon de ma maison à Lyon comme une gifle au visage. Moi, Béatrice Moreau, à 69 ans, je n'aurais jamais imaginé entendre ces mots de la bouche de mon propre fils. Est-ce que vous croyez qu'un fils peut être aussi cruel avec sa propre mère? C'était un matin froid de novembre. La pluie battait contre les fenêtres de ma maison de 3 étages dans le quartier Presqu'île, cette même maison où j'ai élevé Antoine seul après que mon mari soit mort dans un accident de travail il y a 20 ans. L'odeur du café flottait encore dans l'air quand mon fils de 42 ans et sa femme Chloé sont entrés par la porte d'entrée comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. « Maman, il faut qu'on parle », a dit Antoine, enlevant son manteau mouillé et le jetant sur le canapé ancien que je soignais tant. Chloé l'a suivi, ses talons au claquant sur le parquet comme des marteaux. Elle ne m'a même pas salué, elle s'est juste assise dans mon fauteuil préféré et a commencé à regarder son portable. « De quoi, mon chéri ?» j'ai demandé, essayant de garder mon calme. Je savais déjà que ce ne serait rien de bon. Ces derniers mois, leurs visites finissaient toujours en dispute à propos d'argent ou sur la façon dont je devais vivre ma vie. De cette maison, maman. De ta vie en désordre. Antoine a gesticulé avec irritation, pointant vers les petits objets éparpillés dans le salon. Regarde cet endroit. C'est le désordre. Tu n'arrives plus à t'occuper de rien toute seule. J'ai regardé autour de mon salon. Oui, il y avait quelques magazines sur la table basse, ma tasse de thé du matin était encore sur le buffet, et j'avais laissé mon tricot sur l'accoudoir du fauteuil. Mais du désordre? C'était de la vie, c'était ce qui restait de ma routine après des décennies à m'occuper de cette maison. Antoine, ce n'est pas du désordre, c'est juste... C'est juste quoi? Chloé a finalement levé les yeux de son portable, me fixant avec ce regard de mépris que je connaissais déjà bien. Béatrice, il faut que tu acceptes la réalité. Cette maison est trop grande pour toi. Tu devrais être dans une maison de retraite. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Une maison de retraite? Mais je vais bien. J'arrive à m'occuper de moi parfaitement. Parfaitement? Antoine a ri amèrement. Maman, la semaine dernière tu as oublié la cuisinière allumée. Le mois dernier, tu es tombé dans l'escalier parce que tu portais trop de choses à la fois. Et regarde ces factures. Il a sorti quelques papiers de sa poche. En retard. Tu n'arrives même plus à payer les choses à temps. C'était vrai que j'avais oublié quelques trucs dernièrement, mais quel seigneur n'oublie pas? Et les factures, bon, parfois je me perdais dans les dates. Mais dire que je n'arrivais plus à vivre seul était exagéré. Écoutez, peut-être que je peux demander de l'aide pour qu'une femme de ménage vienne une fois par semaine, et... Non. Antoine a frappé du poing sur la table basse, faisant trembler ma tasse en porcelaine. Assez d'excuses. Tu as 2 options, soit tu remets cette maison en ordre et tu prouves que tu arrives à vivre seul, soit tu vas en maison de retraite. Et quand je dis remettre en ordre, je veux dire nettoyer chaque coin, organiser chaque placard, et montrer que tu arrives vraiment à t'occuper de tout toute seule. Et il y a autre chose, a ajouté Chloé, rangeant son portable dans son sac. Tu as 1 mois. Si dans 1 mois cette maison n'est pas impeccable et que tu ne prouves pas que tu arrives à te débrouiller, nous organiserons nous-mêmes ton déménagement vers une maison de retraite. 1 mois, j'ai répété, incrédule. 1 mois, a confirmé Antoine, se levant. Et avant que tu penses à embaucher quelqu'un pour t'aider, sache que nous vérifierons. Il faut que ce soit toi qui fasses tout toute seule. C'est ça ou la maison de retraite. Ils se sont dirigés vers la porte, me laissant là, debout au milieu du salon, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Avant de sortir, Antoine s'est retourné vers moi une dernière fois. Ah, et maman? N'essaie pas de nous manipuler avec des larmes ou des drames. Notre décision est prise. Prouve que tu en es capable ou accepte que ton heure est arrivée. La porte s'est fermée avec fracas, et je suis restée seule avec le bruit de la pluie et le poids des mots de mon fils. Je me suis assise lourdement dans le fauteuil que Chloé avait occupé, sentant encore la chaleur de son corps sur le tissu.
J'ai regardé les murs de mon salon, pleins de photos de famille, d'Antoine enfant, des vacances qu'on avait faites ensemble sur la Côte d'Azur, de mon mariage avec Henri. Cette maison était toute ma vie. Chaque meuble, chaque objet avait une histoire, un souvenir. Et maintenant mon propre fils voulait m'arracher de là? Les larmes sont venues, mais pas de tristesse. C'était de la colère. De la colère d'être traité comme une enfant, de la colère d'être considéré comme incapable, de la colère de voir mon fils se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Je me suis levé et suis allé jusqu'à la fenêtre. Dehors, les gens marchaient pressés dans la rue de la République, se protégeant de la pluie avec des parapluies colorés. La vie continuait, indifférente à l'ultimatum que j'avais reçu. Un mois, j'ai murmuré pour moi-même. Il m'a donné un mois. Mais est-ce que vous savez ce qu'une femme de 69 ans, avec 6 décennies d'expérience de vie, est capable de faire en un mois? Parce que je vous garantis que ni mon cher fils Antoine ni sa femme gâtée n'imaginent ce qui va arriver. Ils veulent une preuve que je suis capable? Ils vont avoir une preuve qu'ils n'oublieront jamais. Vous n'avez aucune idée du retournement de situation qui va arriver. Vous pensez connaître Béatrice Moreau? Que vous savez comment cette histoire va finir? Alors restez avec moi, parce que ce qui s'est passé dans les jours suivants a non seulement changé ma vie, mais a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur ce que signifie vraiment sous-estimer une femme qui a vécu presque 7 décennies dans ce monde. La vraie leçon ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des mois. L'ultimatum d'Antoine avait réveillé quelque chose en moi que je pensais avoir perdu, ma détermination. Pendant que je préparais mon petit déjeuner, j'ai observé chaque coin de la cuisine avec de nouveaux yeux. Le réfrigérateur était couvert d'aimants de voyage, d'anciens mémos et de photos décolorées. Les casseroles s'empilaient dans l'égouttoir depuis hier. Le plan de travail avait des miettes du pain que j'avais mangé au dîner. Pour Antoine et Chloé, c'était de la négligence. Pour moi, c'était la vie qui se vivait. Mais s'ils voulaient une maison impeccable, ils auraient une maison impeccable. J'ai téléphoné à ma voisine, Madame Fontaine, une dame de 75 ans qui habitait la maison d'Aix-en-Grave-Côté depuis 40 ans. Bien qu'elle soit plus âgée que moi, elle avait toujours été plus active et organisée. Béatrice? Quel plaisir d'entendre ta voix. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien, Marie. En fait, j'ai besoin d'un conseil de ta part. Je peux passer prendre un café chez toi? 1 heure plus tard, j'étais assise dans la cuisine impeccable de Marie Fontaine, racontant tout ce qui s'était passé la veille. Elle m'a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps et faisant quelques commentaires indignés. Quel scandale, s'est-elle exclamée quand j'ai terminé. Antoine a toujours été un garçon bien élevé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Chloé lui est arrivée, j'ai répondu amèrement. Depuis qu'ils se sont mariés, il a changé. Elle l'a convaincu que j'étais un fardeau. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai souri pour la première fois depuis l'ultimatum. Je compte leur donner exactement ce qu'ils ont demandé. Marie m'a regardé avec méfiance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils veulent une maison parfaite? Je vais leur donner une maison parfaite. Ils veulent la preuve que j'arrive à m'occuper de moi toute seule? Je vais leur donner cette preuve aussi. Mais à ma façon. J'ai passé le reste de l'après-midi à élaborer mon plan. D'abord, je ferai un grand ménage de la maison, mais pas seulement un ménage ordinaire. Chaque pièce serait transformée, chaque objet serait repositionné avec une précision militaire. Si Antoine voulait la perfection, il aurait la perfection. Mais il y avait plus. Pendant mon ménage, je documenterai tout. Chaque tiroir organisé, chaque meuble lustré, chaque coin de la maison. Je ferai un album photo complet du processus. Et il y avait une 3e partie du plan, la plus importante. Mais celle-là, je la garderai comme surprise. Les 3 jours suivants, j'ai travaillé comme je n'avais pas travaillé depuis des années. J'ai commencé par le grenier, descendant étage par étage. J'ai séparé les objets en 3 catégories,
essentiels, souvenirs et à jeter. Dans le grenier, j'ai trouvé des cartons poussiéreux pleins de choses que j'avais gardées au fil des années. De vieux vêtements d'Antoine, des jouets avec lesquels il jouait quand il était petit, des documents de l'époque où Henri était encore vivant. Chaque objet me rappelait un souvenir, mais aussi une douleur croissante en réalisant à quel point mon fils avait changé. J'ai trouvé une boîte particulière. À l'intérieur, il y avait des lettres qu'Antoine m'écrivait quand il avait fait un échange en Allemagne à 20 ans. « Ma chère maman, disait l'une d'elles, tu me manques tellement, ta cuisine, tes câlins. J'ai hâte de rentrer et de te raconter toutes mes aventures. » Je me suis assise sur le sol poussiéreux du grenier et j'ai pleuré. Où était ce garçon affectueux qui m'écrivait des lettres pleines de nostalgie? Mais les larmes ont séché rapidement. J'avais du travail à faire. Pendant une semaine entière, j'ai nettoyé chaque centimètre de la maison. J'ai lavé les fenêtres jusqu'à ce qu'elles brillent comme du cristal, j'ai ciré le parquet jusqu'à pouvoir voir mon reflet dedans, j'ai organisé chaque tiroir avec une précision géométrique. La maison était plus propre et plus organisée qu'elle ne l'avait jamais été, même quand Henri était vivant et qu'on avait une femme de ménage qui venait 3 fois par semaine. Mais la vraie surprise se préparait en parallèle. J'ai téléphoné à Jean-Claude Bertrand, un agent immobilier que je connaissais de la paroisse. Je lui ai demandé de venir évaluer ma maison discrètement, par l'entrée de derrière. « Madame Moreau, a-t-il dit après avoir parcouru toutes les pièces, c'est une des maisons les mieux conservées que j'ai jamais vues dans Presqu'île. Avec cette localisation, près du centre historique, et avec 3 étages complets, j'estime qu'elle vaut au moins 650 000 €. Peut-être plus, selon le marché. 650 000 €. Plus d'argent qu'Antoine n'imaginait que je possédais. Et combien de temps faudrait-il pour la vendre, au cas où je déciderais ? Avec une maison dans ces conditions et dans cette localisation? Maximum 2 semaines, madame. Je peux vous le garantir. J'ai remercié Jean-Claude et lui ai demandé de préparer tous les documents nécessaires, mais sans mettre la maison sur le marché encore. Je voulais avoir tout prêt pour le bon moment. Les jours suivants, j'ai continué ma préparation. J'ai acheté de nouveaux vêtements, j'ai fait une coupe de cheveux moderne dans le salon le plus chic de la ville, j'ai même pris rendez-vous avec un coach sportif pour seniors. Si Antoine voulait la preuve que j'arrivais à m'occuper de moi-même, il aurait des preuves en abondance. J'ai aussi commencé à chercher des appartements plus petits dans la région. Pas des appartements dans des maisons de retraite, mais des appartements élégants dans le centre-ville, près des cafés, des théâtres et des musées. Des endroits où une femme de 69 ans avec des ressources pourrait vivre une vie épanouie et indépendante. Pendant cette période, j'ai aussi fait quelque chose d'inhabituel pour moi, j'ai commencé à sortir davantage. J'ai pris des cours de cuisine méditerranéenne dans une école culinaire locale, je me suis inscrite à un club de lecture à la bibliothèque municipale, et j'ai même rejoint un groupe de randonnée pour seniors. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante, énergique, avec un but. C'est au cours d'une randonnée dans les monts du Lyonnais que j'ai rencontré Simone, une femme de 71 ans qui avait vécu une situation similaire avec sa famille quelques années auparavant. « Ma chère », m'a-t-elle dit pendant que nous nous reposions près d'un petit ruisseau, « la famille peut être notre plus grande joie ou notre plus grande prison. Parfois, il faut avoir le courage de choisir notre propre liberté. » Ces mots ont résonné en moi. Simone avait vendu sa maison familiale à Marseille après que ses enfants aient essayé de contrôler sa vie, et maintenant elle vivait dans un petit appartement lumineux près du Vieux-Port, plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Le plus drôle, a-t-elle ajouté avec un sourire malicieux, c'est que maintenant mes enfants m'appellent régulièrement, me demandent conseil, et respectent mes décisions. Ils ont appris que je ne suis pas juste maman, je suis Simone. Cette conversation a renforcé ma détermination. Je n'étais pas juste en train de nettoyer ma maison, j'étais en train de nettoyer ma vie. 2 semaines après l'ultimatum, ma maison était méconnaissable. Chaque meuble lustré, chaque objet à sa place parfaite, chaque pièce organisée comme dans un magazine de décoration. Moi-même j'étais différente, plus élégante, plus confiante, plus déterminée.
J'avais aussi fait autre chose que mes nouveaux amis m'avaient suggéré, j'avais ouvert un compte Instagram. À votre âge, Madame Moreau, vous devez montrer au monde que les seniors peuvent être dynamiques et indépendants, m'avait dit Julien, un jeune homme de 25 ans qui donnait des cours d'informatique aux seniors à la bibliothèque. J'avais posté quelques photos de mes activités, mes cours de cuisine, mes randonnées, mes nouveaux vêtements. En 2 semaines, j'avais déjà 500 abonnés qui commentaient et encourageaient mon parcours d'indépendance. C'était incroyable de voir combien de personnes âgées vivaient des situations similaires. Il était temps de mettre la deuxième phase du plan en action. J'ai téléphoné à Antoine. Mon chéri, j'aimerais que toi et Chloé veniez dîner ici dimanche. J'ai quelque chose à vous montrer. Maman, le délai d'1 mois n'est pas encore passé. Je sais. Mais je crois que vous serez impressionnés par ce que j'ai réussi à faire. Il y a eu une pause. D'accord. Mais j'espère que ce n'est pas une tentative de nous manipuler émotionnellement. Antoine, ai-je dit, avec un calme qui m'a surprise moi-même, vous avez demandé une preuve. Je vais vous donner une preuve. J'ai raccroché et j'ai souri pour moi-même. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le dimanche est arrivé avec un soleil radieux. J'ai préparé un dîner impeccable, coq au vin, le plat préféré d'Antoine depuis l'enfance, accompagné de pommes de terre dorées et de légumes de saison. La table était mise avec ma plus belle porcelaine et argenterie, des bougies allumées, des fleurs fraîches au centre. J'avais même préparé une playlist de musique classique française en arrière-fond, du Debussy et du Ravel, pour créer une ambiance sophistiquée. Je portais une nouvelle robe bleu marine que j'avais achetée dans une boutique chic de la rue de la République, et mes cheveux fraîchement coiffés encadraient mon visage rajeuni par quelques soins esthétiques discrets. Quand la sonnette a sonné à cette heure précise, j'ai respiré profondément et je suis allé ouvrir la porte. Antoine et Chloé sont entrés et se sont arrêtés immédiatement dans le hall d'entrée. Leurs yeux ont parcouru l'environnement, clairement surpris. « Mon Dieu, maman !» a murmuré Antoine. « Qu'est-ce que tu as fait ?» « J'ai fait exactement ce que vous avez demandé », j'ai répondu calmement. « Venez, laissez-moi vous montrer. » Je les ai conduits dans toute la maison. Chaque pièce était parfaite. Les chambres avec des lits faits comme dans un hôtel 5 étoiles, les salles de bain brillant comme des showrooms, la cuisine organisée comme dans des émissions culinaires. Pas une miette, pas un cheveu, pas une seule chose qui ne soit pas à sa place. Chloé marchait en silence, cherchant visiblement quelques défauts à signaler. Antoine semblait sincèrement impressionné, mais aussi confus. « Comment as-tu réussi à faire tout ça toute seule ?» a-t-il demandé quand nous sommes revenus dans la salle à manger. « De la même façon que je t'ai élevée toute seule après que ton père soit mort, j'ai répondu, servant le vin. Avec de la détermination et du travail dur. » Pendant le dîner, nous avons conversé poliment de sujets banals. Mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Il savait que quelque chose était différent, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. Après le dessert, je me suis levée et j'ai apporté un dossier de la cuisine. « Bien, ai-je dit, posant le dossier sur la table, vous avez demandé une preuve que j'arrive à m'occuper de moi-même. La voici. » J'ai ouvert le dossier et montré les photos que j'avais prises pendant tout le processus de nettoyage et d'organisation. Il y avait plus de 100 photos, documentant chaque étape, chaque pièce avant et après, chaque détail du travail réalisé. Ces photos prouvent que j'ai tout fait toute seule, en 2 semaines, j'ai expliqué. J'ai aussi ici les reçus des achats que j'ai faits pour la maison, les rendez-vous médicaux que j'ai pris pour moi, le programme d'exercice que j'ai commencé à suivre. J'ai sorti d'autres documents, certificats des cours que j'avais suivis, photos de mes activités sociales, même des captures d'écran de mon compte Instagram avec ses centaines d'abonnés encourageants. Antoine feuilletait les photos, impressionné. « Maman, c'est incroyable. Je ne savais pas que j'étais encore capable, j'ai complété. Eh bien, maintenant vous le savez. » Chloé a finalement parlé, « D'accord, Béatrice. Tu as prouvé ton point. La maison est impeccable et tu arrives clairement à t'occuper de toi toute seule. » « Merci », j'ai répondu.
Je suis contente que vous l'ayez reconnu. Alors on peut oublier toute cette histoire de maison de retraite, a dit Antoine, semblant soulagé. J'ai souri pour eux. En fait, non. Tous les deux m'ont regardé, confus. Comment ça, a demandé Chloé. Eh bien, vous m'avez fait beaucoup réfléchir pendant ces 2 semaines. Et je suis arrivée à une conclusion importante. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, observant les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer dans le crépuscule. Vous aviez raison sur une chose, j'ai continué, de dos à eux. Cette maison est trop grande pour moi. Pas parce que je n'arrive pas à m'en occuper, comme je viens de le prouver, mais parce que je n'ai plus besoin d'autant d'espace. Je me suis retournée pour les regarder en face. C'est pourquoi j'ai décidé de la vendre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Antoine et Chloé me regardaient comme si j'avais annoncé que j'allais voler vers la lune. Vendre, a chuchoté Antoine. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse. J'ai déjà un agent immobilier, je connais déjà la valeur de la maison, et j'ai déjà choisi mon prochain foyer. Mais... Chloé bégayait, clairement paniquée. Où vas-tu habiter? J'ai souri doucement pour elle. Ah, ma chère belle-fille. C'est une excellente question. Et la réponse va vous surprendre. J'ai acheté un appartement dans le 6e arrondissement de Paris, j'ai annoncé calmement, comme si je parlais de la météo. Antoine a laissé tomber sa fourchette dans l'assiette. Chloé est devenue pâle comme le mur blanc derrière elle. Paris, a répété mon fils, incrédule. Maman, tu ne peux pas simplement déménager à Paris. Pourquoi je ne peux pas, j'ai demandé, retournant à ma chaise. J'ai 69 ans, pas 99. Je suis parfaitement capable de prendre mes propres décisions. Mais tu as toujours vécu à Lyon. Toute ta vie est ici. J'ai ri doucement. Antoine, toute ma vie était en vous. Mais vous avez rendu très clair que vous n'avez plus besoin de moi ici. Chloé a finalement retrouvé sa voix. Béatrice, tu es dramatique. Nous n'avons jamais dit que nous n'avions pas besoin de toi. Non. Je me suis penchée en avant, regardant directement dans ses yeux. Alors dites-moi, c'était quand la dernière fois que vous m'avez invité à dîner chez vous? Quand c'était la dernière fois que vous m'avez téléphoné juste pour savoir comment j'allais, sans être pour critiquer quelque chose? Ils se sont regardés, sans réponse. Je vais vous le dire, j'ai continué. Ça fait 8 mois depuis la dernière invitation à dîner. Et quant aux appels téléphoniques, eh bien, si on ne compte que cet ultimatum que j'ai reçu il y a 2 semaines. Maman, tu exagères? J'exagère? Je me suis levée de nouveau, cette fois allant jusqu'à la bibliothèque où je gardais un petit carnet. Vous savez ce que c'est? Ils ont secoué la tête. C'est mon journal des 2 dernières années. Je note chaque contact que j'ai avec vous. J'ai ouvert le carnet à une page marquée. Vous voulez que je lise quelques annotations? Je n'ai pas attendu de réponse. 15 mars, Antoine a téléphoné pour demander si j'avais payé la réparation du toit. Durée de la conversation, 3 minutes. 22 avril, Chloé est venue chercher la machine à coudre que sa mère avait empruntée. Elle est restée 10 minutes, n'a pas accepté de café. 8 juin, Antoine est passé prendre les outils de son père qu'il avait laissés dans le garage. Il est parti sans dire au revoir. J'ai fermé le carnet et l'ai remis dans la bibliothèque. Vous voulez savoir c'était quand la dernière fois qu'on a eu une vraie conversation? Une conversation où vous avez demandé comment je me sentais, ce que j'avais fait dans la semaine, si j'avais besoin de quelque chose à part des critiques? Le silence dans la pièce était oppressant. Seul le tic-tac de l'horloge ancienne au mur marquait les secondes qui passaient. C'était aux obsèques de Monsieur Dubois, mon voisin du coin, j'ai continué. Il y a 1 an et 3 mois. Vous êtes venu à la veillée, et sur le chemin du retour à la maison, Antoine m'a demandé si j'étais triste. C'était la dernière fois que vous avez montré un intérêt sincère pour mes sentiments. J'ai sorti d'autres pages de mon carnet, des annotations que j'avais prises au fil des mois. Tenez, écoutez ça,
3 septembre, Antoine m'a appelé pour me dire de ne pas oublier de payer l'assurance habitation. Il a raccroché avant que je puisse lui raconter que j'avais commencé des cours de peinture. 15 octobre, Chloé est venue récupérer un plat qu'elle avait oublié. Elle était pressée, a dit qu'elle devait aller chercher sa mère pour faire du shopping. 20 décembre, j'ai appelé Antoine pour lui souhaiter un bon anniversaire de mariage. Il m'a dit merci et a raccroché. Durée, 45 secondes. Antoine a baissé la tête. Pour un moment, j'ai vu le garçon qu'il avait été, quand il me racontait tous ses problèmes d'école et demandait mes conseils. Maman, nous n'avons pas réalisé. Vous n'avez pas réalisé parce que vous n'avez pas voulu réaliser, j'ai dit, retournant à ma chaise. Pendant 2 ans, vous m'avez traité comme un fardeau. Une obligation gênante. Quelqu'un qui devait être géré, pas aimé. Chloé a essayé de se défendre. Béatrice, nous nous inquiétons pour toi. C'est pour ça que nous voulions que tu ailles dans un endroit où tu aurais des soins appropriés. Des soins appropriés? J'ai ri, mais sans humour. Vous savez quel est le soin le plus approprié pour une personne âgée? Le respect. La dignité. Le sentiment d'être encore valorisé par sa propre famille. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au buffet, où j'avais posé quelques documents pendant le dîner. Mais vous savez quoi? Vous m'avez rendu service. Comment ça? Vous m'avez fait réaliser que je gaspillais mes dernières bonnes années à attendre des miettes d'attention de votre part. À attendre que vous vous souveniez que j'existais encore, que j'avais encore des sentiments, des rêves, des envies. J'ai pris les documents et je suis revenu à la table. Alors j'ai décidé d'arrêter d'attendre et de commencer à vivre. J'ai montré le premier document. Voici le contrat d'achat de l'appartement à Paris. Un bel appartement de 2 chambres dans le Marais, près du Louvre, avec vue sur la Seine. Antoine a pris le document avec des mains tremblantes. Maman, ça a dû coûter une fortune. Ça a coûté 520 000 €, j'ai répondu calmement. J'ai payé comptant. Content? Chloé s'est étranglée. Comment tu as eu autant d'argent? J'ai souri et montré le deuxième document. Voici le contrat de vente de cette maison. Je l'ai vendu pour 680 000 €. Après avoir payé l'appartement à Paris, il me reste encore 160 000 €. Tous les deux me regardaient comme si j'étais une étrangère. Vous pensiez vraiment que j'étais une vieille pauvre et incapable, n'est-ce pas? J'ai demandé. Vous avez oublié que j'ai travaillé pendant 35 ans comme comptable, que j'ai investi l'argent de l'assurance vie de mon mari, que j'ai économisé chaque centime pour garantir mon indépendance. Je me suis dirigé vers une autre étagère et j'ai sorti un dossier plus épais. Et ce n'est pas tout. Pendant que vous pensiez que j'étais une vieille dame sans ressources, j'ai aussi fait quelques investissements très intelligents au fil des années. J'ai ouvert le dossier, révélant des relevés bancaires et des certificats d'investissement. J'ai des actions dans plusieurs entreprises françaises, un petit portefeuille d'obligations d'État, et même quelques investissements dans l'immobilier locatif à Bordeaux que j'ai acheté il y a 15 ans avec l'argent de la vente de la maison de mes parents. Antoine est devenu encore plus pâle en feuilletant les documents. Maman, tu es riche? Je ne suis pas riche, Antoine. Je suis indépendante financièrement. Il y a une différence. Et j'ai travaillé dur toute ma vie pour cela. Chloé s'est penchée pour regarder les documents par-dessus l'épaule d'Antoine, ses yeux s'élargissant à chaque page. Mais pourquoi tu ne nous as jamais dit? Pourquoi je vous aurais dit? J'ai interrompu. Pour que vous me traitiez bien seulement à cause de mon argent? Non merci. Je préférais savoir qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir à part des problèmes. Antoine a passé sa main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était nerveux. Maman, tu ne peux pas avoir fait tout ça sans nous consulter. Consulter? Ma voix est montée d'une octave. Antoine, je suis une adulte de 69 ans. Je n'ai besoin de la permission de personne pour vendre ma propre maison. Mais cette maison, elle devrait être notre héritage un jour. La phrase est sortie de sa bouche avant qu'il puisse réfléchir. Dès qu'il a réalisé ce qu'il avait dit,
ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Chloé lui a donné un coup de coude, mais c'était trop tard. Alors c'était ça. Il ne se souciait pas de moi comme personne, il se souciait de moi comme source d'héritage futur. J'ai senti un calme étrange m'envahir. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. Ah, j'ai dit doucement. Maintenant je comprends tout. Je me suis levé pour la dernière fois et j'ai marché vers eux. Vous ne vous inquiétiez pas pour mon bien-être. Vous vous inquiétiez pour vos biens futurs. Vous vouliez me mettre dans une maison de retraite pour ne pas avoir à vous occuper de moi, mais vous vouliez aussi garantir que cette maison reste intacte pour quand je mourrai. Maman, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est exactement ce que tu as voulu dire, Antoine. Ma voix était ferme, sans colère, juste avec une tristesse profonde. Et tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas le fait que vous pensiez à l'héritage. C'est le fait que vous n'ayez jamais pensé à moi. J'ai pris le 3e document de la pile. Mais puisque vous avez abordé le sujet de l'héritage, laissez-moi vous montrer encore une chose. C'était une lettre de mon avocat. J'ai changé mon testament hier, j'ai annoncé. Les 160 000 € qui restent de la vente, plus mes économies personnelles, plus mon appartement à Paris, plus tous mes investissements, tout ça sera donné à des organisations caritatives qui s'occupent des seniors abandonnés par leur famille. Le silence qui a suivi était différent des précédents. Celui-ci était chargé de choc, de colère et de réalisation. Tu ne peux pas faire ça, a explosé Chloé, montrant finalement son vrai visage. Cet argent nous revient de droit. De droit? J'ai ri amèrement. Et quel droit c'est? Le droit de m'humilier? Le droit de me traiter comme un obstacle? Le droit de me donner des ultimatums dans ma propre maison? Antoine était livide. Maman, s'il te plaît, parlons de ça calmement. Il n'y a rien à discuter, Antoine. Vous avez rendu très clair ce que vous ressentez par rapport à moi. Maintenant je rends clair ce que je ressens par rapport à vous. J'ai marché jusqu'à la porte du salon et je l'ai ouverte. Je pense qu'il est temps que vous partiez. Béatrice, tu commets une erreur terrible, a dit Chloé, se levant brusquement. La seule erreur terrible que j'ai commise, c'est d'avoir mis si longtemps à voir qui vous êtes vraiment. Antoine s'est approché de moi, et pendant un moment j'ai vu des larmes dans ses yeux. Maman, s'il te plaît, tu es ma mère. Je t'aime. Tu aimes l'idée d'avoir une mère, Antoine. Tu aimes l'héritage que je pourrais laisser. Mais tu ne m'aimes pas comme personne. Parce que si tu m'aimais, tu aurais remarqué que j'avais besoin d'amour, pas d'ultimatum. Ils sont sortis en silence. À la porte, Antoine s'est retourné une dernière fois. Quand est-ce que tu pars à Paris? Demain, j'ai répondu. Les meubles ont déjà été envoyés. Il ne reste plus qu'à faire les dernières valises. Et si tu changes d'avis? Si tu veux revenir? J'ai regardé cet homme de 42 ans qui avait été mon bébé un jour, toute ma vie, ma raison d'exister. Antoine, pendant 22 ans j'ai été ta mère. Pendant les 2 dernières années, vous m'avez fait sentir comme un fardeau. Maintenant, pour la première fois en décennies, je vais découvrir qui est Béatrice Moreau quand elle n'est pas en train d'être mère ni grand-mère ni veuve. Je vais découvrir qui je suis quand je suis juste moi. Mais avant qu'il parte complètement, j'ai ajouté quelque chose que j'avais gardé pour la fin. Ah, et encore une chose. Cette histoire d'organisation caritative? C'était peut-être un peu dramatique de ma part. Ils se sont arrêtés, un éclair d'espoir dans leurs yeux. En fait, j'ai continué, sortant encore un autre document de mon sac, j'ai aussi acheté une petite maison de vacances en Provence. Avec piscine et vue sur les lavandes. C'était un rêve que j'avais depuis des années, mais que je n'avais jamais réalisé parce que je pensais qu'il fallait que je garde mon argent pour votre héritage. Je leur ai montré les photos de la propriété sur mon téléphone, un cottage en pierre avec des volets bleus, entouré de champs de lavande violets. J'ai pensé que peut-être, si vous apprenez à me respecter comme la personne que je suis, et pas comme l'ATM que vous espériez que je devienne après ma mort, peut-être qu'on pourrait y passer des vacances ensemble.
En famille. Une vraie famille, cette fois. Antoine avait les larmes aux yeux maintenant. Maman? Mais ça, c'est à vous de décider, j'ai dit, fermant la porte doucement. J'ai 69 ans, Antoine. Je ne vais pas passer le temps qui me reste à mendier l'amour de mes propres enfants. La porte s'est fermée derrière eux, et je suis restée seule dans la maison où j'avais passé les 20 dernières années de ma vie. Mais cette fois, la solitude ne m'a pas fait peur. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Dans ma chambre, j'ai fini de faire mes valises en écoutant Charles Aznavour, La Bohème, une chanson qui parlait de recommencer, de nouveaux départs. Demain, j'allais commencer une nouvelle vie à Paris. Une vie où je serais Béatrice d'abord, et tout le reste ensuite. J'ai pris une dernière photo de ma chambre vide, que j'ai postée sur mon Instagram avec la légende, fin d'un chapitre, début d'une nouvelle aventure. Paris, me voilà. Hashtag nouveau départ #indépendance accent grave 69 ans hashtag vie sans limite. En quelques minutes, j'avais déjà une dizaine de commentaires encourageants de mes nouveaux amis virtuels. Vous pensez que l'histoire finit ici? Que c'est encore une histoire de famille brisée et de rancunes irréparables? Eh bien, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé à Paris. Parce que parfois, quand on ferme une porte dans notre vie, on découvre qu'il y a tout un monde de fenêtres ouvertes qui nous attendent. Et ce que j'ai découvert sur moi-même dans les mois suivants, ça a vraiment tout changé. 6 mois plus tard, j'étais assise au café La Procope, au cœur de Paris, en train d'écrire dans mon journal quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro de Lyon que je ne reconnaissais pas. Allô? Madame Moreau? Ici Marie Fontaine, votre ancienne voisine. Marie. Quelle bonne surprise. Comment avez-vous eu mon numéro? J'ai demandé à la concierge de votre immeuble. Béatrice, il faut que je vous raconte quelque chose à propos d'Antoine. Mon cœur s'est serré un peu. Même après tout, il était encore mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Il vient ici presque toutes les semaines, Béatrice. Il reste debout devant la maison qui était la vôtre, juste à regarder. Hier je l'ai vu pleurer dans le jardin. J'ai fermé les yeux, respirant profondément. Et Chloé? Ah, ça c'est une autre histoire. D'après ce que j'ai su de Madame Leroux de la boulangerie, ils se sont séparés il y a 2 mois. Il paraît qu'après votre départ, ils ont commencé à se disputer beaucoup à propos d'argent. Je n'ai pas ressenti de satisfaction à cette nouvelle. Juste une tristesse profonde de voir comment les choses en étaient arrivées là. Marie, merci de me l'avoir dit. Mais pourquoi vous me téléphonez? Parce que je pense que vous devriez savoir que votre fils regrette, ma chérie. Beaucoup. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps à observer les gens passer par la fenêtre du café. Paris était devenu ma nouvelle maison d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Les premiers jours, je me suis sentie perdue dans l'immensité de la ville, mais j'ai vite découvert une liberté que je n'avais pas expérimentée depuis des décennies. Mon appartement dans le Marais était petit mais charmant, avec des fenêtres qui donnaient sur une place où des enfants jouaient tous les après-midi. J'avais fait des amitiés au café du coin, je participais à un groupe de lecture à la bibliothèque du quartier, et j'avais même commencé à prendre des cours d'histoire de l'art au Louvre. Pour la première fois depuis des années, je me réveillais chaque matin excitée par les possibilités de la journée. Il n'y avait pas de linge sale d'Antoine à laver, pas de dîner à préparer en me demandant s'il viendrait avec Chloé ou pas l'anxiété constante d'essayer de faire plaisir à des gens qui semblaient déterminés à trouver des défauts dans tout ce que je faisais. Mes journées étaient devenues un enchantement. Le matin, je prenais mon petit déjeuner au café de Flore, où j'avais ma table habituelle près de la fenêtre. J'y lisais le Figaro en buvant mon café au lait et en grignotant un croissant aux amandes. Les serveurs me connaissaient déjà et s'inquiétaient si je n'apparaissais pas à l'heure habituelle. L'après-midi, je flânais dans les musées, pas seulement le Louvre, mais aussi le musée d'Orsay, le Rodin, parfois même des petites galeries dans le 11e arrondissement que mes nouveaux amis me recommandaient. J'avais développé une passion particulière pour les impressionnistes, et j'avais même acheté quelques reproductions pour décorer mon appartement.
Mes soirées étaient pleines aussi. Il y avait le groupe de lecture du jeudi, où nous discutions de littérature française contemporaine avec une douzaine d'autres retraités passionnés. Il y avait les cours de cuisine internationale du mardi au cordon bleu technique, j'avais toujours voulu apprendre à faire des sushis corrects. Et il y avait mes nouvelles amitiés. Surtout avec Sylvie, une Parisienne de 65 ans que j'avais rencontrée au groupe de lecture. Ancienne professeure de littérature à la Sorbonne, elle était divorcée depuis 10 ans et avait reconstruit sa vie avec une énergie qui m'inspirait. Nous avions l'habitude de nous promener le long de la Seine le dimanche matin, parlant de livres, de politique, de nos enfants compliqués. Mais l'appel de Marie avait remué quelque chose en moi. Ce soir-là, j'ai téléphoné à Sylvie et je lui ai raconté toute l'histoire, depuis l'ultimatum jusqu'à l'appel d'aujourd'hui. « Béatrice », a-t-elle dit après avoir tout écouté, « je peux te poser une question ?»« Bien sûr. »« Tu aimes encore ton fils ?» La question m'a prise au dépourvu. « Bien sûr que oui. C'est mon fils. »« Alors pourquoi vous punissez-vous tous les deux ?»« Comment ça ?»« Ma chérie, je comprends que tu aies eu besoin de t'affirmer, de prouver ta valeur, de trouver ton indépendance. Et tu l'as fait magnifiquement. Mais maintenant tu punis un homme qui a clairement réalisé ses erreurs, et tu te punis toi-même en te privant de l'amour de ton fils. » Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. Est-ce qu'elle avait raison? Est-ce que ma juste indignation s'était transformée en quelque chose de moins noble? Cette réflexion m'a accompagnée pendant une semaine entière. J'ai continué mes activités habituelles, mais avec une sensation d'inachevé, comme si quelque chose d'important manquait à ma nouvelle vie parfaite. Un matin, en me promenant dans le jardin du Luxembourg, j'ai vu une grand-mère jouer avec sa petite fille près du bassin. La petite fille courait partout en riant, et la grand-mère la suivait avec un sourire radieux. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une pointe de solitude. Une semaine après ça, j'ai pris une décision. J'ai téléphoné à Antoine. « Allô ?» Sa voix sonnait fatiguée, plus vieille. « Antoine, c'est moi. » Il y a eu un long silence. Puis j'ai entendu un sanglot étouffé. « Maman, maman, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. »« Antoine. »« Non, laisse-moi parler d'abord. J'ai été terrible avec toi. Terrible. Chloé m'a fait voir des choses qui n'étaient pas vraies, m'a convaincu que tu étais un fardeau, mais j'aurais dû te défendre. J'aurais dû voir ce qu'elle faisait à notre famille. Mon fils. Je t'aimais tellement quand j'étais enfant, maman. Tu étais mon héroïne. Et je me suis transformée en monstre qui t'a chassé de ta propre maison. Comment j'ai pu faire ça? Les larmes coulaient sur mon visage. Antoine, tu n'es pas un monstre. Tu es mon fils, et moi aussi j'ai fait des erreurs. Quelles erreurs? Tu as juste essayé de nous aimer. J'aurais dû te parler avant de prendre des décisions aussi drastiques. J'aurais dû essayer d'expliquer ce que je ressentais au lieu de simplement réagir. Je peux te rendre visite à Paris? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement, vers la place où les enfants jouaient, vers la nouvelle vie que j'avais construite. Antoine, avant de répondre à ça, il faut que tu comprennes quelque chose. Quoi? Je ne vais pas retourner à Lyon. Je ne vais pas retourner à cette vie où j'attendais des miettes d'attention de votre part. Si tu veux m'avoir dans ta vie, tu vas devoir accepter qui je suis devenu, pas qui j'étais. Qui tu es devenu? J'ai souri, regardant mon reflet dans la fenêtre. Je suis devenue Béatrice. Pas la mère d'Antoine, pas la veuve d'Henri. Juste Béatrice. Une femme de 69 ans qui a découvert qu'elle a encore beaucoup à vivre, à apprendre, à expérimenter. Et il y a de la place pour moi dans cette nouvelle vie? Il y en a toujours eu, Antoine. Mais ça doit être à ma façon maintenant. Tu viens me rendre visite quand je t'invite. Tu me téléphones quand je suis disponible. Tu me traites comme une personne que tu choisis d'avoir dans ta vie, pas comme une obligation. Oui, maman. Oui, j'accepte toutes tes conditions. Ce ne sont pas des conditions, mon fils.
Ce sont des limites saines. Et si tu les respectes, qui sait si on ne peut pas construire une relation meilleure que celle qu'on n'a jamais eue. 2 semaines plus tard, Antoine est venu me rendre visite à Paris. C'était étrange de le voir dans mon nouveau territoire, loin du contexte familial où notre dynamique était si établie. Je l'ai emmené découvrir mes endroits préférés, le café où je prenais mon petit déjeuner tous les matins, la librairie où je passais mes après-midi, le banc au bord de la Seine où je donnais à manger aux canards. Je l'ai présenté à mes nouveaux amis, des gens qui me connaissaient seulement comme Béatrice, pas comme la mère de quelqu'un. « Tu es différente, maman », a-t-il dit pendant un dîner dans un petit bistrot près de mon appartement. « Différente comment ? Plus, toi. Plus confiante. Plus heureuse. C'est parce que pour la première fois depuis longtemps, c'est moi qui décide comment vivre ma vie. J'étais si contrôlant que ça ? J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Pas contrôlant, Antoine. Mais toi et Chloé aviez créé une version de moi dans vos têtes, la petite vieille qui avait besoin d'être prise en charge, qui n'arrivait pas à prendre ses décisions toute seule, qui était un peu incompétente. Et j'ai commencé à croire à cette version. Comment je peux réparer ça ? En apprenant à connaître qui je suis vraiment maintenant. En n'essayant pas de me remodeler pour redevenir ce que j'étais. Nous avons passé 3 jours ensemble. C'étaient les 3 meilleurs jours qu'on avait eus depuis des années. Nous avons parlé de tout, de mon nouvel appartement, de son divorce, des erreurs qu'on avait faites tous les deux, de nos rêves pour l'avenir. Le dernier jour, avant qu'il retourne à Lyon, il m'a posé une question inattendue. « Maman, tu me pardonnes vraiment ? » « Antoine, je te pardonne. Mais plus important, tu te pardonnes ? » Il a réfléchi longtemps. « Je crois que ça va me prendre du temps. » C'est bien. Le pardon est un processus, pas un événement. 6 mois après cette visite, Antoine a commencé à venir à Paris 1 fois par mois. Pas pour me vérifier, ou me donner des conseils non sollicités, mais simplement pour passer du temps avec moi. Il connaissait mes amis, participait à mes activités, découvrait des aspects de moi qu'il n'avait jamais vus. Et moi, j'ai découvert des choses sur lui aussi. Sans Chloé dans l'équation, Antoine était redevenu plus proche de l'homme que j'avais élevé. Il était drôle, attentionné, intelligent. Il me racontait ses projets professionnels, il travaillait dans l'informatique et avait des idées innovantes pour des applications mobiles. Il me parlait de ses doutes, de ses espoirs, de sa solitude depuis le divorce. 1 an après mon déménagement à Paris, il m'a posé une question qui m'a surprise. « Maman, tu penses à te remarier ?» J'ai ri de la question. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que tu as l'air si heureuse, si complète. » Et j'ai vu comment Monsieur Bernard te regarde au café. Bernard était un monsieur veuf de 72 ans, ancien professeur de littérature à la retraite, qui fréquentait le même café que moi. Nous avions des conversations intéressantes sur les livres et la philosophie. « Antoine, même si je m'intéressais à une nouvelle relation, tu l'approuverais ? » « Maman, après tout ce qu'on a fait, qui suis-je pour approuver ou désapprouver quoi que ce soit dans ta vie ? Je veux juste que tu sois heureuse. » C'est à ce moment-là que j'ai su que mon fils avait vraiment changé. À propos de Bernard, eh bien, disons qu'on était devenus très bons amis. Il m'accompagnait parfois aux expositions, et moi je l'aidais à choisir des livres pour ses petits-enfants. Il n'y avait rien de romantique, mais c'était une amitié masculine que j'appréciais énormément. Il me faisait rire, me challengeait intellectuellement, et ne me voyait pas comme la mère de quelqu'un, ou la veuve de quelqu'un. Pour lui, j'étais juste Béatrice, et ça c'était précieux. 2 ans après avoir quitté Lyon, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Chloé. « Béatrice, je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler. »« Qu'est-ce que tu veux, Chloé ?»« Je veux m'excuser. Sincèrement. J'avais tort sur tout. Sur toi, sur la façon dont on t'a traité. Et je veux que tu saches que je regrette beaucoup. » « Pourquoi tu me dis ça maintenant ? » « Parce que ma propre mère vieillit, et j'ai commencé à voir comme ce serait terrible si quelqu'un la traitait de la façon dont je t'ai traité. Et parce que,
parce que je vois comme Antoine est heureux maintenant que vous vous êtes réconciliés. Il parle de toi avec tant d'affection, tant de fierté. Chloé, j'accepte tes excuses. Mais je n'oublie pas comment tu as influencé mon fils contre moi. Je sais. Et je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je reconnais à quel point j'avais tort. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que je ne ressentais plus de colère envers elle. Juste une sorte de pitié pour quelqu'un qui avait passé des années focalisé sur les mauvaises choses. Aujourd'hui, 3 ans après avoir quitté Lyon, je me réveille tous les matins dans mon appartement parisien et je souris à la journée qui m'attend. Antoine me rend visite régulièrement, mais notre relation maintenant est celle de 2 adultes qui choisissent d'être dans la vie l'un de l'autre, pas d'une obligation familiale pesante. J'ai découvert qu'avoir 72 ans ne signifie pas que ma vie est finie, ça signifie qu'elle a enfin vraiment commencé. J'ai appris le français classique, j'ai voyagé seul en Italie, un rêve de jeunesse que je n'avais jamais réalisé, j'ai commencé à peindre des aquarelles, et oui, j'ai développé une amitié spéciale avec Bernard. Mais la leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est ça, il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Il n'est jamais trop tard pour dire « non » à des gens qui ne nous valorisent pas. Et il n'est jamais trop tard pour découvrir qu'on est beaucoup plus forte et capable qu'on l'imaginait. Quand Antoine m'a donné cet ultimatum il y a 3 ans, il pensait qu'il me remettait à ma place. En fait, il m'a libérée pour trouver ma vraie place dans le monde. Et cette place, j'ai découvert, c'est exactement là où je choisis d'être. Hier j'ai reçu une lettre d'une femme de 68 ans de Marseille. Elle avait lu mon histoire dans un blog sur l'autonomisation féminine du 3e âge qu'une amie m'avait convaincue d'écrire. Madame Moreau, écrivait-elle, ma fille m'a donné un ultimatum semblable à celui que vous avez reçu. Après avoir lu votre histoire, j'ai réalisé que je n'ai pas besoin d'accepter d'être traitée comme un fardeau. Merci de m'avoir montré que je peux encore choisir ma propre vie. J'ai plié la lettre et je l'ai gardée avec les autres dizaines que j'ai reçues ces derniers mois. Apparemment, mon histoire a touché beaucoup de femmes de mon âge qui se trouvaient dans des situations similaires. Qui aurait dit qu'à 72 ans je deviendrais une sorte d'inspiration pour d'autres personnes? Mon blog, Les aventures de Béatrice à Paris, avait maintenant plus de 5000 abonnés. J'y racontais mes découvertes quotidiennes, mes réflexions sur le vieillissement, mes conseils pour rester indépendante. L'engagement était incroyable, des femmes de toute la France, et même de Belgique et de Suisse, partageaient leurs propres histoires de réinvention après 60 ans. J'avais même été invitée à donner une conférence à la Sorbonne sur l'autonomie féminine au 3e âge. Moi, Béatrice Moreau, ancienne comptable de Lyon, parlant devant des étudiants en sociologie. La vie avait vraiment un sens de l'humour extraordinaire. La semaine dernière, j'ai reçu une proposition encore plus surprenante. Un éditeur parisien voulait que j'écrive un livre complet sur mon expérience. Votre histoire résonne avec tellement de gens, m'avait dit Madame Dubois, l'éditrice. Il y a un marché énorme pour ce type de récit d'autonomisation. Antoine, quand je lui ai raconté, était fier comme un paon. Maman, tu vas être un auteur publié. C'est incroyable. Tu sais ce qui est vraiment incroyable, j'avais répondu. C'est que j'ai attendu 69 ans pour découvrir que j'avais des choses intéressantes à dire. Aujourd'hui, c'est un dimanche ensoleillé de mai. Antoine vient déjeuner dans 1 heure. Nous allons au théâtre après, voir une pièce de Yasmina Reza. Il m'a demandé de lui apprendre l'aquarelle le week-end prochain. Bernard passe prendre un café cet après-midi aussi. Il veut me montrer les photos de son récent voyage en Grèce et me demander conseil pour un cadeau d'anniversaire pour sa fille. Et ce soir, j'ai rendez-vous avec Sylvie et notre groupe de lecture. Nous discutons L'élégance du hérisson, de Muriel Barbry, un livre sur une concierge parisienne de 54 ans qui découvre que la vie peut surprendre à tout âge. La vie, j'ai découvert, a un sens de l'humour extraordinaire. Antoine voulait m'enseigner une leçon sur la responsabilité et a fini par apprendre une leçon sur le respect. Je pensais que j'étais rejetée par ma famille et j'ai fini par découvrir que j'étais libérée pour être moi-même. Et la plus grande ironie de toutes ?
L'argent dont il se souciait tant de perdre comme héritage? Il est encore tout là, rapportant des intérêts dans plusieurs comptes bancaires parisiens. Parce que j'ai découvert que la meilleure vengeance n'est pas de prendre ce que les gens veulent de vous. La meilleure vengeance, c'est de vivre si bien sans eux qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu quand ils ont essayé de vous diminuer. Mais vous savez quoi? Ce n'est même plus de la vengeance maintenant. C'est juste de la vie. Une vie bien vécue, avec des choix assumés, des relations authentiques, et la liberté d'être exactement qui on veut être. Il y a 3 semaines, Antoine m'a dit quelque chose qui m'a fait pleurer de joie. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme formidable. Et tu sais ce que j'ai appris grâce à toi? Quoi, mon chéri? J'ai appris qu'aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire essayer de la contrôler. Ça veut dire la soutenir pour qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même. Comme tu l'as fait pour moi toute ma vie, et comme j'aurais dû continuer à le faire pour toi. Voilà la vraie leçon de cette histoire. Non pas que les familles sont compliquées, ou que les gens changent, ou même que l'argent révèle le vrai caractère des gens. La vraie leçon, c'est que nous avons tous le droit de nous réinventer, peu importe notre âge. Nous avons tous le droit d'exiger d'être traités avec respect et dignité. Et nous avons tous le pouvoir de choisir qui nous laissons dans notre vie, et aux conditions qui nous conviennent. J'ai 72 ans aujourd'hui. Si je vis jusqu'à 90 ans, j'ai encore 18 années devant moi. 18 années pour écrire mon livre, pour voyager, pour approfondir mes amitiés, pour peut-être même tomber amoureuse de nouveau. 18 années pour prouver que la vie ne commence pas à 20 ans et ne finit pas à 65 ans. La vie commence quand on décide de la vivre pleinement. Et pour moi, ça a commencé à 69 ans, le jour où j'ai arrêté d'accepter les miettes et où j'ai décidé de me servir à la table de la vie. Si vous êtes en train de lire ceci et que vous avez plus de 60 ans, laissez-moi vous dire quelque chose, il n'est pas trop tard. Peu importe ce que votre famille pense, peu importe ce que la société vous dit, peu importe vos peurs. Il n'est jamais trop tard pour commencer votre propre histoire. Et parfois, les meilleures histoires sont celles qui commencent avec « Il était une fois une femme qui a décidé qu'elle en avait assez ». Cette histoire est dédiée à toutes les femmes qui pensent qu'il est trop tard pour recommencer, et à tous les enfants adultes qui ont oublié que leurs parents sont des personnes entières avec leurs propres rêves et aspirations. Souvenez-vous, respecter ses aînés ne signifie pas les infantiliser. Cela signifie honorer leur autonomie, célébrer leur sagesse, et les soutenir dans leurs choix, même quand ces choix nous surprennent. Et surtout, n'oubliez jamais, on n'est jamais trop vieux pour écrire un nouveau chapitre de sa vie.